parlé de droit d'auteur, on a parlé de c'est quoi l'intelligence artificielle, et là, on va parler de brevets et comment ça vient s'appliquer au domaine de l'intelligence artificielle. Et on a parlé un peu des données et l'importance des données pour la création d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, les données sont quand même un peu vieillottes, mais on parle d'une création de 2,5 quintillions d'octets de données qui sont créées par jour. Donc, on parle d'un montant énorme de données. D'ailleurs, IBM a déterminé ou a étudié qu'il y a environ 90 des données mondiales qui ont été créées au cours des 2 dernières années, ce qui est gigantesque comme données. Alors, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle ou les concepts d'intelligence artificielle trouvent beaucoup plus d'applications aujourd'hui? Bien, si on regarde certains domaines technologiques où on passe du temps à analyser des données, mais on se rend compte qu'en finance et en assurance, on passe à peu près 50 de notre temps à analyser des données. Dans le domaine du commerce au détail, du transport ou du commerce en général, c'est 40 les services professionnels, 37 Tout ce que ça indique ici, c'est qu'il y a une opportunité importante de bénéficier des outils d'analyse et de prédiction de l'intelligence artificielle pour accélérer certains processus à l'interne ou à l'externe. On a même le Economist qui traite la donnée ou les données comme la source ou la ressource qui est la plus valorisée ou qui a le plus de valeur dans le monde. Donc, on parle vraiment là, d'une notion qui, à l'origine, est intangible, c'est de la donnée, hein, mais qui peut se traduire en valeur importante. Alors, quelles sont les notions de base en matière d'intelligence artificielle? Je ne vais pas refaire le panel de ce matin. L'IA, ça existe depuis plusieurs années. La puissance des processeurs et la quantité de données ont accéléré le développement. On parle d'apprentissage de machines supervisées ou d'apprentissage profond. Et évidemment, on souligne l'importance des données pour que tout ça vienne fonctionner comme il faut. Il y a différents types d'IA, on en a touché un mot ce matin. Il y a de l'IA qui est descriptive, diagnostique, prédictive ou prescriptive. D'ailleurs, je faisais une recherche récemment sur les outils d'intelligence artificielle qui existent. Et il y a une compagnie qui propose un système utilisant donc l'intelligence artificielle pour permettre à une société commerciale d'évaluer des risques avant que les problèmes deviennent des problèmes importants sur un marché commercial. Donc, d'identifier les endroits où les gens qui répondent à des questions du public ont commis des erreurs ou ont dit des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies, de pouvoir aussi identifier des failles dans les processus internes où, si le problème n'est pas réglé tout de suite, ça pourrait ultimement donner des résultats où la responsabilité de l'entreprise serait engagée au niveau externe. Donc, il y a vraiment énormément d'applications et je crois qu'il y a un panel cet après-midi qui va parler des différentes applications de l'IA aujourd'hui. Et donc, où se retrouve l'IA? On va en parler un peu cet après-midi, santé, cybersécurité, etc. Donc, pour créer l'intelligence artificielle, il y a évidemment plusieurs scénarios qui sont possibles. On va faire une création à l'interne, donc on va utiliser des outils qui existent. On va embaucher des spécialistes à l'interne. On va utiliser des outils qui existent comme TensorFlow ou on va utiliser des consultants comme Element AI pour ne nommer personne qui est dans la salle. Où se trouve le talent présentement? Et ça, c'est un des arguments qu'on a entendu beaucoup dans les derniers 18 mois, que l'accès à la mise sur pied et la programmation d'outils d'intelligence artificielle repose aujourd'hui encore beaucoup sur la disponibilité du talent. On voit que, évidemment, les États-Unis sont une source de talent importante. Le Canada est quand même une source de talent importante aussi. Nous avons beaucoup de gens ici au Canada qui sont capables de faire l'apprentissage ou de permettre aux machines d'apprendre elles-mêmes ou de faire de l'apprentissage profond, alors qu'il y a d'autres juridictions où c'est peut-être un peu moins présent. Un graphique intéressant qui montre
le pourcentage d'emplois aux États-Unis qui vont requérir ou qui requièrent des connaissances en matière d'intelligence artificielle. C'est une courbe qui est quand même assez à pic et qui est recoupée aussi également sur le graphique de droite, comparaison entre le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. On voit que le Canada ici est quand même pas mal plus élevé, ce qui démontre qu'il y a un centre d'expertise, de connaissances qui existe ici. OpenAI, on en a parlé, les outils externes, etc. Donc, venons-en au sujet principal de ma présentation, qui va porter sur comment est-ce qu'on peut protéger soit les outils d'intelligence artificielle ou le résultat de ces outils par brevet. Pour ceux qui sont des amateurs de hockey, le graphique ici, on l'appelle le graphique bâton de hockey. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est assez plate, où il y a très peu de développement, et ensuite de ça, on vient constater une courbe exponentielle d'une donnée. Et dans ce cas-ci, les données, ce sont le nombre de brevets ou de demandes de brevets qui sont déposées, qui revendiquent soit un outil d'intelligence artificielle ou l'utilisation de l'intelligence artificielle. Okay? C'est une croissance qui est exponentielle. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a plein de gens qui déposent des demandes de brevets sur l'intelligence artificielle per se et également les outils. Les brevets ou les demandes de brevets qui portent sur l'intelligence artificielle croissent à un rythme 2 fois plus élevé que la croissance des autres demandes de brevets, tout domaine technologique confondu. Une autre donnée qui est intéressante, jusqu'à 30 des brevets qui sont déposés en lien avec les technologies de l'intelligence artificielle ont pour objet le diagnostic médical. Bon, un autre graphique qui montre cette courbe importante. Et donc, quels sont les domaines où on va constater le dépôt de demande de brevet en matière d'intelligence artificielle? Vous les voyez en ordre. Digital Computing Methods, Television Systems, Visual Indicator Controls, et bouf, ça descend. Donc, c'est vraiment une technologie qui vient interpeller l'ensemble des activités humaines, technologiques, de la techno pure et dure au diagnostic médical, à la détection et l'identification de nouvelles molécules ou de nouveaux médicaments. Qui sont les grands joueurs, qui sont donc les entreprises qui déposent le plus de demandes de brevets en matière d'IA? IBM en premier lieu, ce qui n'est pas tout à fait surprenant parce que IBM a dépensé énormément d'efforts et de ressources pour développer Watson, leur système d'intelligence artificielle, qui est maintenant décliné à l'Université de Toronto pour un outil d'analyse et de prédiction de droit canadien. Microsoft, le deuxième joueur important. Le troisième, State Grid Corp of China. Et ça, il faut noter que les entreprises chinoises sont extrêmement actives dans le dépôt de demandes de brevets sur l'intelligence artificielle. Google, Siemens, et ensuite de ça, on descend. La note ici, c'est qu'il y a 5 des universités énumérées dans les grands joueurs qui sont chinoises. Donc, il y a vraiment beaucoup d'activités qui se passent à ce niveau-là. Quels sont les domaines d'application? Bon, vous allez avoir tout ce qui est reconnaissance du langage, speech recognition, tout ce qui est natural language processing, traduction machine, génération de la voix ou de la parole et apprentissage machine. Ce qui est intéressant de voir sur cette diapo, et je l'ai souligné en jaune ou surligné en jaune, c'est la disproportion de l'activité de Microsoft quand on parle de speech recognition et d'apprentissage machine. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Ils sont en tête de tout le monde dans ces deux domaines d'expérience. On pourrait tirer la conclusion que les nouveaux produits de Microsoft vont s'aligner vraiment clairement dans ce genre de réalisation commerciale.
Vous avez des exemples de demandes de brevets de Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft et IBM sur quel genre de technologie est-ce qu'on va aller chercher ou sur quel genre de technologie on va aller chercher des demandes de brevets ou des protections, parce qu'il y en a plusieurs parmi eux qui ce sont des brevets qui ont effectivement été délivrés. C'est quand même assez abstrait, c'est complexe comme technologie. Mais encore ici, le point ou ce que j'aime souligner, ce que je veux souligner aux gens qui sont ici, c'est que il ne faut pas avoir le réflexe de dire ben, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du logiciel, tout est open source, puis il n'y a rien à protéger là-dedans. C'est absolument faux. Revenons donc à la base sur comment on fait pour obtenir un brevet. Bien, il y a 3 critères de base pour obtenir un brevet. D'une part, il faut que ce soit une invention. Donc ça, déjà, il faut que ça tombe à l'intérieur du parapluie de la loi sur les brevets. Mais outre l'identification de l'invention, cette invention doit rencontrer 3 critères de base. La nouveauté, donc il faut que ce soit nouveau. Il ne faut pas qu'il y ait eu de divulgation publique de l'invention, même un jour avant le premier dépôt d'une demande de brevet. Il faut avoir de l'ingéniosité. Hein, c'est ce qu'on appelle l'apport inventif ou le critère de la non-évidence. Il faut donc que cette invention ne soit pas évidente pour une personne qui est versée dans le domaine. Et finalement, le dernier critère, c'est l'utilité. Ce qui ressort du schème complet de la loi sur les brevets, non seulement au Canada, mais ailleurs dans le monde, c'est que les brevets protègent les fonctions, la fonctionnalité de quelque chose. D'accord? Et non seulement on parle d'innovations pionnières qui peuvent être brevetées, mais également les améliorations sur des innovations qui existent déjà. Donc, les améliorations, en autant que l'amélioration en tant que telle respecte les 3 critères de brevetabilité, elle pourra faire l'objet d'une protection séparée. Qu'est-ce qui est non brevetable? Alors, ce qui est non brevetable, ce qui est clairement exclu de la protection par brevet, ce sont les découvertes ou les théories scientifiques. Par exemple, la relation entre l'énergie et la vitesse de la lumière, E est égal à mc carré. Le fait d'avoir identifié cette relation, ce n'est pas en soi brevetable. Par contre, ce que le brevet ou ce que le régime des brevets va aller chercher ou va permettre, c'est l'utilisation de cette relation à l'intérieur d'une réalisation qui est, elle, fonctionnelle et à un certain degré physique ou tangible. Et là, on va permettre l'obtention d'un brevet sur quelque chose qui utilise ça. Par exemple, un réacteur qui utilise cette relation pour produire de l'énergie. Les formules mathématiques de base ne sont pas protégeables par brevet et ni les algorithmes non plus. Par contre, en droit canadien, il y a de la jurisprudence qui a énoncé que le fait qu'une invention soit mise en œuvre par un ordinateur n'ajoute rien ni n'enlève rien au caractère brevetable d'un appareil ou d'un procédé. En fait, ce que le droit canadien constate, c'est que la présence de l'ordinateur est transparente. Il faut aller au-delà de l'utilisation de l'ordinateur pour déterminer est-ce qu'il y a quelque chose de brevetable ou non. Ce qu'on va voir en matière de brevets en IA, il y a 2 catégories d'inventions principales qu'on va regarder. C'est donc, d'une part, les avancements dans les technologies elles-mêmes d'intelligence artificielle. Google, par exemple, a déposé et obtenu plusieurs brevets sur comment construire, comment concevoir un ordinateur pour réaliser de l'apprentissage machine de façon plus efficace, de façon à être, d'utiliser moins de ressources ou moins d'algorithmes récursifs pour obtenir un résultat qui est plus précis que les techniques précédentes. Ça, c'est une grande catégorie d'inventions, alors qu'il y a une autre grande catégorie d'inventions qui sont des appareils ou des procédés qui, eux, vont utiliser l'IA à l'intérieur d'un procédé ou d'un appareil plus gros. Et là, je rejoins beaucoup la notion qu'on a évoquée plus tôt avec Tom, où l'IA devient un outil et non pas une personnalité ou un inventeur sui generis. Vraiment, on vient utiliser les résultats de l'IA pour obtenir un appareil ou un procédé qui est fonctionnel et qui respecte les critères de brevetabilité. Dans la présentation, qui, j'imagine, sera disponible à tout le monde une fois le colloque terminé,
Vous allez voir certains exemples de brevets qui ont été délivrés pour des avancements au niveau des technologies de l'intelligence artificielle en tant que telle, ou encore dans des procédés qui font appel à l'intelligence artificielle. Donc, les deux sont présents dans la présentation que vous verrez. Dans l'article de Camille, dont j'ai l'honneur de présenter un peu le contenu aujourd'hui, Camille étant dans une contrée lointaine, en vacances, on va parler aussi de la notion d'inventeur. Est-ce qu'on peut conférer la notion d'inventeur à un outil d'intelligence artificielle, au même titre qu'on peut considérer ou qu'on peut conférer la notion d'auteur à un outil d'intelligence artificielle qui crée une œuvre? L'exemple qui vient à l'esprit, c'est un exemple qui a été issu de Creativity Machine. Et donc, on avait donné à cette machine des analyses de design et de performance de brosse à dents. C'est très sexy, hein, ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle. De brosse à dents pour concevoir une brosse à dents qui était plus efficace, qui nettoyait mieux, qui laissait moins de plaques sur les dents, etc. Donc, comme je dis, c'est très, très basic comme technologie. Mais ce que l'outil avait déterminé, c'est que c'était plus efficace d'avoir un croisement des poils de la brosse pour justement permettre un meilleur nettoyage. Une demande de brevet a été déposée et M. Thaler, qui est l'inventeur de la Creativity Machine en tant que tel, avait été nommé comme seul inventeur sur la demande de brevet, sans faire mention du tout de l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle pour arriver à la création. Et donc, la question se pose, est-ce qu'on aurait dû ou non nommer la Creativity Machine comme inventeur, dans la mesure même où une machine peut être considérée comme un inventeur? Bon, la question n'est pas réglée, évidemment. On se pose encore beaucoup de questions là-dessus, mais il y a quelques endroits où les humains vont quand même encore être présents, comme on l'a souligné un peu plus tôt, même avec l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle, donc soit dans l'identification du problème et de sa solution, ce qui en soi ne confère pas nécessairement la qualité d'inventeur à une personne physique, la programmation de l'algorithme en tant que tel, la sélection des données. On revient aussi ici au concept qui a été évoqué un peu plus tôt. C'est bien beau d'avoir des millions de gigaoctets de données, mais si les données n'ont pas été nettoyées ou massées ou sélectionnées un peu à l'avance, le résultat ne sera peut-être pas ce qu'on va souhaiter en bout de ligne. Et finalement, l'utilisation du logiciel ou de la machine pour arriver au résultat. Je pense qu'il y a encore beaucoup de questions au niveau de comment on peut considérer une machine comme étant un inventeur. Je pense qu'aujourd'hui, les machines sont encore très dépendantes de l'intervention humaine au niveau de donner les données, de nourrir l'outil d'intelligence artificielle avec les données, ensuite de ça, de les masser au préalable, d'extraire les résultats et de pouvoir faire une sélection. Je pense qu'on n'est pas rendu encore aujourd'hui au point où on pourrait conférer la notion d'inventeur à un outil d'intelligence artificielle. Peut-être que oui, mais on n'est pas là encore. En guise de conclusion, parce qu'évidemment, on a très peu de temps et chacun des sujets que j'ai évoqués pourrait faire l'objet d'un cours de 3 heures, évidemment. Il faut, je pense, ne pas oublier, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, qu'il y a un aspect brevet, il y a un aspect protection des innovations qui peut se rajouter, qui devrait se rajouter, qui devrait probablement faire l'objet d'une réflexion initiale avant de l'écarter originalement. Et vous avez certains points qui vous permettront ou permettront à vos clients, ultimement, si vous êtes dans ce domaine, de se poser les bonnes questions. Merci beaucoup. Merci.